Aujourd'hui, on plonge dans la vie et la vision d'un entrepreneur vraiment unique. Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia avec son livre « Let My People Go Surfing ». C'est bien plus qu'une simple biographie, c'est une philosophie de vie, une manière de penser l'entreprise différemment. Yvon Chouinard n'a jamais voulu être un homme d'affaires. C'est un grimpeur, un surfeur, un aventurier. Et pourtant, il a bâti Patagonia, l'une des marques de vêtements outdoor les plus respectées du monde. Ce qui rend son parcours vraiment fascinant, c'est qu'il a toujours refusé de sacrifier ses valeurs au profit de la croissance. Il a su concilier son amour pour la nature et ses engagements environnementaux avec la gestion d'une entreprise prospère. Dans Let My People Go Surfing, Chouinard partage des histoires incroyables sur la création de Patagonia, ses échecs, ses succès, mais surtout sa vision d'une entreprise où les employés sont libres, où l'éthique passe avant tout et où l'impact environnemental est au cœur des décisions. Le podcast se déroulera en 2 parties. Dans la première, on va explorer sa biographie pour comprendre comment un passionné de nature, grimpeur et surfeur, a grandi et s'est forgé. Dans la deuxième partie, on s'intéressera aux philosophies business qui ont fait de Patagonia une entreprise unique, comme son inspiration du zen pour créer des produits simples et durables, ou comment ils refusent d'utiliser la fiction dans leur marketing pour rester le plus authentique possible. Je suis persuadé que ce podcast va beaucoup te plaire si tu aimes les personnes qui donnent du sens à ce qu'ils font. Je te souhaite un excellent podcast. Je suis un homme d'affaires depuis près de 60 ans. Il m'est aussi difficile de dire ces mots qu'il est difficile pour quelqu'un d'admettre qu'il est alcoolique ou avocat. Je n'ai jamais respecté la profession. C'est le monde des affaires qui doit assumer la plus grande partie du blâme pour avoir été l'ennemi de la nature, pour avoir détruit les cultures indigènes, pour avoir pris aux pauvres, pour donner aux riches et pour avoir empoisonné la terre avec les effluentes de ses usines. Pourtant, les entreprises peuvent produire de la nourriture, guérir des maladies, contrôler la population, employer des gens et, d'une manière générale, enrichir nos vies. Et elles peuvent faire ces bonnes choses tout en réalisant des profits sans perdre leurs âmes. C'est de cela que traite ce livre. Comme beaucoup de gens qui ont vécu leurs années de formation dans les années 60 en Amérique, j'ai grandi dans le mépris des grandes entreprises et de leur gouvernement laquais. Le rêve du jeune républicain typique de gagner plus d'argent que ses parents ou de créer une entreprise, de la développer aussi vite que possible, de l'introduire en bourse et de prendre sa retraite sur les terrains de golf de Plaisirland ne m'a jamais séduit. Mes valeurs sont le résultat d'une vie proche de la nature et d'une implication passionnée dans ce que certains appelleraient des sports à risque. Ma femme, Malinda et moi, ainsi que les autres employés anticonformistes de Patagonia, avons tiré les leçons de ces sports, de la nature et de notre mode de vie alternatif et les avons appliqués à la gestion d'une entreprise. Mon entreprise, Patagonia Inc., est une expérience. Elle existe pour mettre en œuvre les recommandations que tous les livres d'apocalypse sur la santé de notre planète disent que nous devons faire immédiatement pour éviter la destruction certaine de la nature et l'effondrement de notre civilisation. Bien que les scientifiques s'accordent presque tous à dire que nous sommes au bord de l'effondrement environnemental, notre société n'a pas la volonté d'agir. Nous sommes collectivement paralysés par l'apathie, l'inertie ou le manque d'imagination. Patagonia existe pour défier les idées reçues et présenter un nouveau style d'entreprise responsable. Nous pensons que le modèle accepté du capitalisme qui nécessite une croissance sans fin et qui mérite d'être blâmé pour la destruction de la nature doit être remplacé. Patagonia et ses 2000 employés ont les moyens et la volonté de prouver au reste du monde des affaires que faire ce qu'il faut permet de faire de bonnes affaires et d'être rentable. Il nous a fallu 15 ans pour écrire la première édition de ce livre, parce qu'il nous a fallu tout ce temps pour nous prouver que nous pouvions briser les règles du commerce traditionnel et faire en sorte qu'il ne fonctionne pas seulement, mais qu'il fonctionne encore mieux. En particulier pour une entreprise qui veut être là pour les 100 prochaines années. Ce que je viens de te lire là, c'est l'introduction d'Yvon Chouinard de son livre « Let My People Go Surfing ». C'est un bouquin que j'ai adoré, que j'ai commandé et pris le temps vraiment de lire. J'ai mis peut-être 2 mois à le lire entièrement, à vraiment digérer les différentes philosophies de Patagonia, parce que tu vas voir que ce qui rend vraiment Patagonia unique et l'approche de Yvon Chouinard, c'est qu'ils raisonnent en termes de philosophie business. Ils ont une philosophie pour quasiment tous les départements. Le format du livre est absolument magnifique, avec des photos de sport extrêmes qui illustrent chaque page. À chaque section, t'as des photos et des images d'archives de Patagonia, un coup de surf, un coup de champ de coton organique, un coup de
grimpe au sommet d'une montagne. C'est vraiment un livre magnifique, c'est un vrai plaisir à lire. Je me suis dit que si un jour j'écris un livre, je veux vraiment qu'il ressemble à ça parce que c'est le parfait mix entre théorie, information et divertissement. Et c'est ça qui rend vraiment, qui donne vraiment un plaisir à se poser en terrasse de café, à décortiquer ce bouquin, à vraiment prendre des notes. J'ai criblé ce bouquin de notes parce que, pour être honnête avec toi, je suis tombé amoureux de cette boîte en fait. Je suis tombé amoureux de cette boîte parce que c'est la première fois que je lis un bouquin sur une entreprise où il y a tellement de sens qui est donné derrière chaque action. Tout est réfléchi. Tout a un sens et tout est focalisé autour d'une seule et même mission, qui est bien sûr de protéger la planète. Mais il y a vraiment Yvon Chouinard, c'est vraiment un gars qui, à la base, comme il le dit, il voulait pas être businessman, c'est un escaladeur, le mec c'est un vagabond. Il a toujours résisté au fait d'être un businessman en fait. À la base, lui c'est un forgeron, c'est quelqu'un qui forge des pitons pour sa boîte d'escalade. Et il s'inspire énormément des traditions zen, il s'inspire énormément de la fauconnerie, un de ses mantras c'est moins mais mieux, donc tu sens vraiment l'impact de la simplicité, de la sagesse, de l'artisanat, du fait d'être forgeron et de fabriquer des outils qui sont plus légers mais plus solides, qui prennent moins de place mais qui sont plus fonctionnels. Tout ça c'est vraiment intégré à tous les niveaux de Patagonia et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de te faire découvrir ça parce que je suis sûr que peu importe la situation dans laquelle tu es, que tu sois salarié ou que tu sois entrepreneur ou que tu mènes des projets à bien dans ta vie, il y a forcément des concepts qui vont vraiment t'inspirer et j'ai hâte de découvrir ça avec toi. Donc comme je te disais, je te propose qu'on commence par sa biographie parce que quand tu étudies l'enfance de quelqu'un, tu comprends beaucoup de ses décisions et beaucoup de choses qu'il a ensuite poursuivies dans sa carrière. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant de se replonger au tout début. Et Yvon Chouinard est né à Lisbonne, dans le Maine, dans une famille franco-canadienne. Oui, donc le Maine, c'est bien un état des États-Unis. Son père est artisan charpentier, plombier, électricien. Sa mère, Yvonne, a l'esprit d'aventure. Ses deux sœurs aînées ont 9 et 10 ans de plus que lui et son frère aîné part à l'armée. Yvon est principalement entouré de femmes pendant son enfance. Et là je cite. « Mon père était un rude Canadien français du Québec. Papa n'a suivi que 3 années de scolarité avant de commencer à travailler à la ferme familiale à l'âge de 9 ans. Comme il était le plus travailleur de ses 9 frères et sœurs, son père l'a choisi, à l'âge de 10 ans, pour l'accompagner dans le Maine et commencer à travailler dans une usine. Plus tard, il a travaillé comme compagnon plâtrier, charpentier, électricien et plombier. Pas mal pour une éducation de 3e année. À Lisbonne, dans le Maine où je suis né, il a appris à réparer les métiers à tisser de la filature Warumbo Woolen Mill. Je crois que j'ai hérité de son amour du travail physique et de son appréciation de la qualité, en particulier des outils de qualité. L'un des souvenirs les plus marquants de ma petite enfance est d'avoir vu assis dans la cuisine à côté du poêle à bois, buvant une bouteille de whisky et commençant à s'arracher quelques dents, bonnes et mauvaises, avec sa pince d'électricien. Il avait besoin d'un dentier, mais pensait que le dentiste local lui demandait trop d'argent pour une partie du travail qu'il pouvait tout aussi bien faire lui-même par lui-même. Tellement hardcore. Je pense que j'ai dû apprendre à grimper avant de savoir marcher. Le père Simard, qui vivait à l'étage d'une maison que nous louions, m'encourageait à monter les escaliers à 4 pattes, ce qui me valait une cuillère de miel en guise de récompense. Lorsque j'avais environ 6 ans, mon frère, Gérald, m'a emmené à la pêche et a glissé en douce un doré de 10 pouces au bout de la ligne en faisant croire que je l'avais attrapé. Depuis, j'ai toujours été accro à la pêche. Presque tout le monde était canadien-français à Lisbonne et j'ai fréquenté une école catholique francophone jusqu'à l'âge de 7 ans. Mes 2 sœurs, Doris et Rachel, avaient 9 et 11 ans de plus que moi. Et comme mon frère était dans l'armée et mon père toujours au travail, j'ai été élevé entouré de femmes. J'ai toujours préféré cette situation. Ma mère, Yvonne, était l'aventurière de la famille et c'est elle qui a eu l'idée de déménager la famille en 1946 en Californie où elle espérait que le climat sec serait meilleur pour l'asthme de mon père. Nous avons vendu aux enchères tous nos biens, y compris les meubles que mon père avait fabriqués à la main, et un jour traumatisant, nous nous sommes entassés tous les 6 dans la Chrysler familiale et avons pris la route de l'Ouest. Quelque part sur la route 66, nous nous sommes arrêtés à un Hougan indien et ma mère a sorti les conserves de maïs qu'elle avait préparées pour le voyage et les a données à une femme Hopi et à ses enfants affamés. Cet incident a probablement été ma première leçon de philanthropie.
Un hogan indien, j'ai regardé, c'est une habitation typique indo-américaine. Donc c'est les maisons qu'avaient les Indiens américains à l'époque. Lorsque nous sommes arrivés à Burbank, nous nous sommes installés avec une autre famille franco-canadienne et j'ai déjà été placé dans une école publique. J'étais le plus petit de la classe, je ne parlais pas anglais et je devais constamment me défendre parce que j'avais un nom de fille. J'ai donc fait ce que tout futur entrepreneur aurait probablement fait. Je me suis enfui. Donc tu vois que rien que là, déjà, t'as quasiment toutes les petites miettes de pain qui constituent la recette finale de Yvon. C'est-à-dire qu'il y a cet amour pour l'artisanat, avec son père qui était plâtrier, charpentier, électricien et plombier. L'amour pour les bons outils, l'amour pour le travail manuel et physique. Il y a l'apprentissage de l'escalade, apprendre à grimper. Bien sûr... l'appréciation de tout ce qui est sport d'extérieur avec son grand frère qui le branche sur la pêche. Donc tu vois, c'est vraiment intéressant de voir comment les fondateurs et les personnalités remarquables comme ça grandissent, parce que souvent tu trouves des indices. Et donc ok, ils déménagent en Californie, mais comment ça se passe à l'école ? Comment Yvon était à l'école ? Et Yvon, à l'école, il fait beaucoup d'activités physiques comparé aux autres enfants. Il passe des heures tout seul dans la nature à chasser des grenouilles et à se baigner dans les lacs. Et à l'école, ça se passe pas très bien. Il a de mauvaises notes et il a beaucoup de problèmes. Mon bulletin scolaire de cette année-là indiquait des D dans toutes les matières. La langue et les différences culturelles ont fait de moi un solitaire. Et je passais la plupart de mon temps libre, seul. Avant même que les autres enfants de mon quartier ne soient autorisés à traverser la rue seul, je faisais 7 ou 8 miles à vélo pour rejoindre un lac situé sur un terrain de golf privé, où je me cachais dans les saules à l'abri des gardes et où je pêchais le crapet soleil et l'achigan. Plus tard, j'ai découvert les étendues sauvages de Griffith Park et de la Los Angeles River, où je passais tous mes jours après l'école à attraper des grenouilles, à piéger des crapauds et à chasser des queues de coq avec mon arc et mes flèches. L'été, nous nagions dans un trou de baignade rempli de mousse, alimenté par un tuyau d'évacuation provenant des laboratoires de développement de films de l'un des studios de cinéma. Si un jour j'ai un cancer, il est probable qu'il remonte à cette époque. Le lycée était pire. J'avais des boutons, et je ne savais pas danser, et je m'intéressais à aucune matière, à l'exception des cours d'atelier. J'avais une attitude, et j'étais toujours en retenue. Pour avoir joué les troubles fêtes, je devais souvent écrire des lignes telles que « je ne ferai pas » 500 fois ou presque. Entrepreneur en herbe, je prenais 3 crayons et je les alignais avec des bâtons et des élastiques pour pouvoir faire 3 lignes à la fois. Ça m'a fait marrer quand j'ai lu ça, parce que une fois quand j'étais en CP, j'ai aussi pris une punition comme ça, et c'était juste écrire 10 lignes, et je me souviens que mon père est arrivé dans ma chambre et m'a donné cette astuce, et donc j'ai écrit comme ça avec 3 crayons alignés, 10 lignes. J'excellais dans les sports comme le baseball et le football, mais quand il s'agissait de jouer sous le regard des gens, je perdais la balle. J'ai appris très tôt, et ça c'est une phrase que j'ai surlignée parce que ça semble être vraiment quelque chose d'important, qui revient souvent dans les conseils de ces personnalités remarquables qui suivent leur propre route et suivent leur curiosité. J'ai appris très tôt qu'il valait mieux inventer son propre jeu, ainsi on pouvait toujours être gagnant. Donc ne joue pas le jeu des autres, sache quel jeu est important pour toi de jouer et invente ton propre jeu idéalement. Invente tes propres règles. Comme ça, t'es le seul, ou en tout cas t'es celui qui a un avantage énorme. J'ai trouvé mes jeux dans l'océan, les criques et les collines qui entourent Los Angeles. Les mathématiques m'ennuyaient tellement qu'il m'arrivait de fixer le plafond et d'essayer de compter tous les trous de la table d'harmonie perforée. Le cours d'histoire était pour moi l'occasion de m'entraîner à retenir ma respiration afin de pouvoir, le week-end, plonger plus profondément pour attraper les ormeaux et les homards qui abondent sur la côte de Malibu. En cours d'automobile, je m'allongeais sur la liane, me glissais sous la voiture sur laquelle je travaillais et n'en ressortais que pour regarder les jambes de la jolie fille qui venait prendre le rouleau. Quelques camarades marginaux ainsi que des adultes comme Robert Klim, un professeur de musique, et Tom Cade, un étudiant diplômé de l'UCLA, ont créé le Southern California Falconry Club, où nous entraînions des faucons et des éperviers pour la chasse. Tous les week-ends du printemps, nous partions à la recherche de nids de faucons. Parfois, nous baguions les jeunes pour le gouvernement ou nous prenions un jeune faucon pour le dresser. Notre club a été à l'origine de la promulgation des premières réglementations en matière de fauconnerie en Californie. Ce fut la période la plus formatrice de ma vie. Lorsqu'un jeune de 15 ans doit piéger un faucon autour des palombes sauvages, reste debout toute la nuit avec lui jusqu'à ce que l'oiseau acquiert suffisamment de confiance pour s'endormir sur son poing,
puis dresser l'oiseau fier en utilisant uniquement le renforcement positif, le maître zen devrait se demander qui est formé ici, au juste. Là, j'attire ton attention là-dessus parce qu'on parle de la fauconnerie et tu vas voir que Yvon Chouinard, c'est quelqu'un qui s'inspire énormément des lois de la nature dans son business en fait. C'est-à-dire qu'il arrive à reprendre des lois et des leçons tirées d'expériences personnelles, comme dans la fauconnerie. Tu vas voir que plus tard dans le podcast, il y a un concept mais crucial à Patagonia qu'il a justement tiré de la fauconnerie. Et pareil, tu vois déjà qu'il parle qui fait référence au maître zen. Pareil, la tradition zen et japonaise, c'est quelque chose dont il s'est énormément inspiré parce qu'il ne se retrouvait pas dans les stratégies ou en tout cas les manières de faire du management américaine de l'époque. Et donc, il s'est tourné vers l'Asie et les pays scandinaves. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va retrouver plus tard. Après avoir terminé le lycée en 1956, j'ai fréquenté un collège communautaire pendant 2 ans et j'ai travaillé à temps partiel pour mon frère qui dirigeait une entreprise de détectives privés, Mike Conrad & Associates. Le principal client était Howard Hughes et il s'agissait surtout d'affaires de mouchardage. Suivre les innombrables starlets de Hughes, garder un yak pour qu'il soit exempt de germes et le garder bien caché pour qu'il ne puisse pas être cité à comparaître dans le cadre d'un procès concernant Trans World Airlines. Pendant les vacances scolaires, je partais avec des amis dans les régions sauvages de Baja et la côte mexicaine pour surfer au volant de la Chevrolet 39 que j'avais achetée pour $15. Après avoir subi 19 crevaisons au cours d'un seul voyage, nous avons rempli nos pneus arrière de broussailles et d'herbes et nous avons parcouru les 12 derniers kilomètres jusqu'à Mazatlan. Alors là, je te préviens, c'est le début. Tu vas commencer à entendre les histoires et les récits de sa vie en tant que jeune. C'est vraiment un vagabond. Le mec, il vit avec rien. Il vit... c'est vraiment le stéréotype du rock climber de l'époque qui vit avec 3 francs 6 sous, qui bouffe de la pâté pour chat et qui dort sous des abris de bus, en fait. Et je rigole à peine, tu vas voir, mais c'est pour ça que j'adore, parce que le gars, c'est le fondateur de Patagonia. Il a commencé vraiment comme ça, avec des débuts très, très humbles, en fait. Et il s'en foutait, parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était juste de grimper et de faire du surf, en fait. Donc il était tout à fait bien avec son style de vie. Écoute ça, nous étions toujours malades à cause de la mauvaise eau et n'avions pas les moyens de nous procurer des médicaments. Alors nous réduisions en poudre le charbon de bois du feu de camp mélangé à une demi-tasse de sel dans un verre d'eau et nous buvions ce mélange comme émétique. Donc en gros, comme un moyen de se purger, quoi. Et là, il y a un paragraphe qui témoigne vraiment de sa philosophie de mieux vaut s'endurcir et être résilient que de se reposer sur des facteurs externes, en fait. Mieux vaut mettre son corps au travers de challenge, mieux vaut le challenger et vraiment faire en sorte qu'il s'endurcisse pour que derrière, il développe une immunité qui lui permet de faire face à quasiment tout. J'ai vite compris que si je devais passer le reste de ma vie à boire de l'eau de mauvaise qualité et à manger dans les rues et les bazars des pays en développement, je ferais mieux de m'y habituer. Développer une immunité naturelle contre la tourista et la giardia n'est pas chose aisée. Mais si vous refusez de vous prendre du flagyl et des antibiotiques et de boire de l'eau traitée à l'iode ou chlorée, l'immunité se met progressivement en place. C'est en quelque sorte homéopathique. Aujourd'hui encore, je bois l'eau de tous les cours d'eau dans lesquels je pêche, à l'exception des rivières où le saumon est en train de mourir, et je tombe rarement malade. De retour en Californie, j'ai commencé à traîner à Stony Point les week-ends d'hiver et à Taquit Rock au-dessus de Palm Springs à l'automne et au printemps. J'ai rencontré de jeunes grimpeurs du Sierra Club, T.M. Herbert, Royal Robbins, Tom Frost, Bob Camps et d'autres. Finalement, nous avons quitté Taquit pour Yosemite, où peu de grandes parois avaient été escaladées. Et donc à ce stade de sa vie, on est en 1957 et Yvon commence à grimper des murs ultra grands dans le Yosemite et il apprend en autodidacte la ferronnerie. C'est l'art de la forgeronnerie, la ferronnerie, donc c'est travailler avec le fer et le métal, pour créer son propre matériel. En 1957, je suis allé dans une casse et j'ai acheté une forge usagée alimentée au charbon, une enclume de 138 livres, des pinces et des marteaux, et j'ai commencé à m'enseigner la forge. Les grandes parois du Yosemite, lors d'ascensions de plusieurs jours qui nécessitaient des centaines de placements de pitons, donc les pitons, c'est des espèces de petites pièces de métal que les grimpeurs en fait venaient coincer dans les fissures.
enfoncés avec des marteaux, et dans ces petites pièces, il y avait des trous pour pouvoir accrocher les mousquetons, et c'est comme ça qu'ils se hissaient en haut de parois à l'époque. Tout le matériel d'escalade était européen, et le fer doux utilisé pour escalader les montagnes consistait à les conquérir. Tous les pitons étaient destinés à être placés une seule fois et laissés en place pour toujours. L'attitude européenne était de faciliter la tâche aux autres. Si l'on essayait d'enlever et de réutiliser les pitons en fer, la tête se cassait souvent. Nous, grimpeurs américains, avons été élevés en lisant les écrivains transcendantaux comme Emerson, Thoreau et John Muir. Vous escaladez les montagnes ou visitez la nature sauvage, mais vous ne laissez aucune trace de votre passage. Alors ça, je t'avoue que ça m'a vraiment étonné quand il expliquait ça, parce que c'est vraiment la première fois que j'entends le fait que des écrivains transcendantaux comme Emerson, Thoreau et John Muir rendent pâle, entre guillemets, les écrivains européens qui, eux, ont une attitude ou des attitudes de conquérants vis-à-vis de la montagne. Mais bref, je suis pas expert là-dedans, mais ça m'a assez étonné en lisant ça. John Salaté, un forgeron et alpiniste suisse qui les avait utilisés lors de la première ascension de Lost Arrow Chimney dans le Yosemite, avait autrefois fabriqué de meilleurs pitons à partir de vieux essieux de Ford Model A. Il avait cessé de les fabriquer. J'ai fabriqué mes premiers pitons à partir d'une vieille lame en acier au chrome molybdène provenant d'une moissonneuse, et T.M. Herbert et moi les avons utilisés lors des premières ascensions de la Lost Arrow Chimney et de la face nord de la Sentinelle dans le Yosemite. Ces pitons plus rigides et plus solides étaient idéaux pour s'enfoncer dans les fissures, souvent naissantes du Yosemite, et pouvaient être retirés et réutilisés à l'infini. Je ne pouvais forger que 2 de mes pitons en acier au chrome molybdène en 1 heure, et j'ai commencé à les vendre pour 1,50$ l'unité. On pouvait acheter des pitons européens pour 29 cents, mais il fallait avoir mon nouveau matériel si l'on voulait faire les escalades de pointe que nous faisions. Donc là, en gros, tu vois qu'ils commencent déjà à... Ils partent d'un principe que, la vache, sur le marché, il y a des produits, mais le problème de ces produits, c'est qu'ils sont pas réutilisables, tu les utilises qu'une seule fois, donc c'est jetable, donc c'est de l'argent que tu jettes par les fenêtres. C'est pas pratique pour les grimpeurs et escaladeurs qui souvent gagnent juste de l'argent pour financer leur voyage. Donc si tu achètes des pitons et que tu les laisses sur la paroi, c'est de l'argent de perdu quelque part. Et donc ils se demandent déjà, ok, comment est-ce que je peux faire quelque chose de multifonctionnel? Comment est-ce que je peux faire quelque chose de plus simple, de plus durable? Et comment est-ce que je peux faire quelque chose de plus qualitatif, tout simplement? Et certes, je vais le vendre plus cher, parce que les pitons européens sont vendus pour 25 cents. Moi, je vais vendre les miens à 1,50$, mais ils sont réutilisables et ils te permettent ils se cassent pas et ils te permettent de faire vraiment des ascensions que jusqu'à présent, aucun matériel ne permettait de faire. Et donc là, on arrive vraiment à l'aube de son entreprise et de comment il démarre son entreprise. Et en fait, c'est vraiment du bootstrap total. Il vend ses premiers produits à l'arrière de sa voiture. Il paye son essence en collectant des canettes de soda et en les revendant pour du métal. Il bouffe de la viande qu'il trouve dans des frigos abandonnés. Et à un moment, il fait même 17 jours de prison parce qu'il voyageait à l'arrière de trains de cargo avec un de ses potes. En ressortant, lui et son pote avaient perdu 10 kilos et n'avaient que 15 centimes pour eux deux. Mais le truc avec Yvan Chouinard, en fait, c'est qu'il se fiche de vivre une vie austère parce qu'il fait ce qu'il aime. Surfer et grimper et miser le paquet sur la résilience, en fait. Sur j'ai pas besoin de grand chose, je travaille ma résilience, je travaille mon endurance, je me contente de peu. Et il attribue vraiment aucune valeur au statut. Et c'est presque ça qui lui donne cette liberté ultime quelque part. Mon père m'a aidé à construire un petit atelier dans le vieux poulailler de notre jardin à Burbank. La plupart de mes outils étaient portables. Je chargeais ma voiture et parcourais la côte californienne de Big Sur à San Diego. Je surfais, puis je transportais mon enclume jusqu'à la plage et je découpais des pitons d'angle avec un ciseau à froid et un marteau avant de me rendre sur une autre plage de surf. Je trouvais de l'argent pour l'essence en fouillant dans les poubelles et en échangeant des bouteilles de soda. Une fois, j'ai trouvé un congélateur rempli de viande partiellement congelée. Les années suivantes, j'ai travaillé sur mon équipement pendant les mois d'hiver. J'ai passé les mois d'avril à juillet sur les parois du Yosemite. J'ai quitté la chaleur de l'été pour les hautes montagnes du Wyoming, du Canada et des Alpes. Puis, je suis revenu au Yosemite à l'automne jusqu'à ce que la neige tombe en novembre. Pendant ces périodes, j'ai vendu l'équipement à l'arrière de ma voiture. Mais les bénéfices étaient minces.
Pendant des semaines, je vivais avec 50 cents ou 1 dollar par jour. Avant de partir pour les Rocheuses un été, mon ami Ken Wicks et moi avons acheté quelques caisses de boîtes de nourriture pour chat cabossé dans un point de vente de boîtes endommagées à San Francisco. Nous complétions la nourriture pour chat avec des flocons d'avoine, des pommes de terre, du spermophile, du tétralyre et des porcs-épics assassinés à la Trotsky à l'aide d'un piolet. Alors juste pour, si jamais tu te poses la question, un spermophile c'est un animal, c'est une sorte d'écureuil. Je pensais pas du tout, son nom indiquait quelque chose de totalement différent pour moi, mais c'est bel et bien un animal. Mais tu vois, Yvon Chouinard, il vit avec que dalle, le mec c'est presque un zombie, un homme des cavernes en fait. Il bouffe des porcs-épics, des tétralyres et des spermophiles qui tuent avec un piolet. Je dormais 200 jours par an ou plus dans mon vieux sac de couchage de l'armée. Je n'ai pas acheté de tente avant l'âge de 40 ans, préférant dormir sous les rochers et les branches basses d'un sapin alpin. En 1958, Ken Wicks, mon partenaire d'escalade et moi-même, grimpions dans les Bugaboos au Canada et étions affamés de protéines. Nous avons donc commencé à manger des écureuils terrestres. Nous avons utilisé le piège typique des scouts qui consiste à placer de la nourriture sous un pot et un rocher sur le dessus et à soulever un bord avec un bâton. Lorsque l'écureuil entre dans le piège, on tire une ficelle sur le bâton. Mais alors, comment faire pour sortir cet écureuil énervé ? Tu mets du gaz blanc sur les bords de la marmite et tu l'allumes, ce qui aspire tout l'oxygène de la marmite. On attend 1 minute ou 2, on soulève le couvercle et on retrouve l'écureuil mort asphyxié. Ouais, c'est hardcore, hein, mais au moins, ils sont dans la nature, ils sont autosuffisants, ils mangent uniquement ce qu'ils ont besoin et ils bouffent pas d'écureuils bourrés d'OGM, quoi. C'était l'apogée de l'ère des combustibles fossiles bon marché. On pouvait acheter une voiture pour 20 $, l'essence coûtait 25 cents le gallon, le camping était gratuit et on pouvait trouver un emploi à temps partiel à tout moment. La terre était grasse et nous en avions profité pleinement. À l'automne 1962, alors que nous revenions de faire de l'escalade sur la côte Est, Chuck Pratt et moi avons été arrêtés pour avoir pris un train de marchandises à Winslow en Arizona et nous avons passé 18 jours en prison. Le chef d'accusation, ça c'est hilarant, le chef d'accusation était errance sans but et sans moyen apparent de subsistance. T'imagines, tu te fais arrêter par le flic et ton motif d'accusation, c'est ouais, le mec il erre sans moyen apparent de subsistance. C'est-à-dire sans avoir visiblement assez de thunes pour ne pas crever. Lorsque nous sommes sortis de prison, nous avions perdu 20 livres chacun à cause du régime de la prison composé de pain Wonder Bread, de haricots et de flocons d'avoine. Nous n'avions que 15 cents à nous deux, il neigeait et les flics nous ont donné une demi-heure pour quitter la ville. Pourtant, nous n'avions jamais songé à appeler nos parents ou nos amis à l'aide. L'escalade nous avait toujours appris à être autonomes, il n'y avait pas d'équipe de secours à l'époque. Et donc tu vois, on se marre en lisant ces aventures, mais quelque part, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est galère en fait, avec peu de thunes, les mecs ils doivent sans arrêt être affamés, ils construisent leur propre équipement, ils mangent de la pâtée pour chat. Il y a un énorme terrain d'entraînement en fait, et un terreau fertile pour les épreuves qui vont passer plus tard à Patagonia, dans le sens où ils apprennent à trouver des solutions avec rien, ils apprennent à être inventifs, ils apprennent à être plein de ressources, utiliser au maximum les ressources dont ils ont besoin, tout en ayant le maximum de qualité possible. Et c'est vraiment un fil rouge qu'on va retrouver plus tard dans la conception de leurs produits, en fait. C'est-à-dire utiliser des produits recyclés et pourtant produire le meilleur matos de toute l'industrie de l'outdoor. Et donc là, tout un paragraphe où Yvon parle de comment il est obsédé par la qualité et la simplicité du matériel qu'il fabrique. Et pour cause, c'est celui qui utilise l'équipement dans la nature. C'est ça qui est dingue dans son histoire à lui, c'est que c'est vraiment Patagonia, c'est vraiment une entreprise qui est product-centric, donc vraiment centrée autour du produit, plus spécifiquement de la qualité du produit. Et pour cause, le fondateur et la majorité des employés, surtout au début, parce qu'au début, ils recrutent quasiment que des grimpeurs et des gens dans le milieu, et ce sont ceux qui utilisent l'équipement dans la nature. Et si les pitons cassent en pleine ascension, lui ou ses amis ou ses clients risquent littéralement de crever et de perdre leur vie en fait. Et donc il étudie et il s'inspire énormément de la fluidité, notamment de la philosophie du zen, pour utiliser le moindre effort possible pendant la production. Il compare la forge et ses pitons aux cérémonies de thé chorégraphiées au Japon, et il y a vraiment toute une inspiration
très asiatique, centré sur le minimalisme et sur la perfection de la création de l'objet et la perfection et la maîtrise totale du processus en fait. Pendant les 9 années où les Frost et moi-même avons été associés, donc les Frost c'est son associé à l'origine, nous avons redessiné et amélioré pratiquement tous les outils d'escalade, les rendant plus solides, plus légers, plus simples et plus fonctionnels. Le contrôle de la qualité a toujours été au centre de nos préoccupations, car si un outil tombait en panne, il pouvait tuer quelqu'un, et comme nous sommes nos meilleurs clients, il y avait de fortes chances que ce soit nous. Nos principes directeurs en matière de conception s'inspirent d'Antoine de Saint-Exupéry, l'aviateur français, et là il cite « Avez-vous jamais pensé, non seulement à l'avion, mais à tout ce que l'homme construit, que tous les efforts industriels de l'homme, tous ses calculs, toutes les nuits passées à travailler sur des projets et des plans aboutissent invariablement à la production d'une chose dont le principe unique et directeur est le principe ultime de la simplicité. C'est comme s'il y avait une loi naturelle qui ordonnait que pour atteindre ce but, pour affiner la courbe d'un meuble, d'une quille de navire ou d'un fuselage d'avion, jusqu'à ce qu'elle atteigne progressivement la pureté élémentaire de la courbe du sein ou de l'épaule humaine, il fallait l'expérimentation de plusieurs générations d'artisans. Et là, j'ai surligné cette phrase et je l'ai mis en gras et je l'ai mis en italique. En toute chose, la perfection est finalement atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à enlever, lorsqu'un corps a été dépouillé jusqu'à sa nudité. Et là, à nouveau, c'est Yvon Chouinard qui parle. L'étude du zen m'a appris à simplifier. Simplifier donne un résultat plus riche. L'escaladeur devient un maître lorsqu'il peut grimper sans équipement, lorsqu'il a tellement perfectionné son habileté qu'il peut escalader la paroi librement, en ne se fiant qu'à son habileté et aux caractéristiques de la roche. Ça me fait penser à la citation que plus tu sais, moins tu as besoin de choses. Plus tu es sage, moins tu as besoin de faire. Je crois que c'est une phrase qui est tirée du Tao Te Ching qui a été traduit par Stephen Michel, Tao Te Ching de Lao Tzu. J'ai également appris le zen en tant que forgeron, en forgeant mes pitons en acier 8 ou 10 heures par jour. Je saisissais un piton, frappais dessus, le remettais à chauffer, et en saisissant un autre, sans jamais croiser les mains, ni gaspiller d'énergie avec des mouvements excessifs, jusqu'à ce que le travail ait la fluidité et la grâce du tir à l'arc zen ou d'une cérémonie de thé. À la fin d'une longue journée, je pouvais fixer un vieux baril de pétrole rouillé et le voir briller et scintiller comme un milliard de petits rubis. Ça, je peux en témoigner parce que quand j'étais petit, j'ai fait 7 ans de karaté. Et donc mon maître de karaté nous parlait beaucoup de la philosophie du zen et nous a aussi beaucoup parlé justement de l'art du tir à l'arc dans la culture japonaise. Et en fait, en tir à l'arc au Japon, les tireurs ne se focalisaient absolument pas sur la cible, mais ils se focalisent vraiment sur une chorégraphie, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements très spécifiques, tu peux taper tir à l'arc japonais ou alors tir à l'arc zen, et tu vois que les gars arrivent en costume, ils avancent tout doucement jusqu'à une sorte de petit coussin ou de petite marque qui leur met devant la cible. Il y a toute une chorégraphie de comment amener la flèche jusqu'à l'arc, comment armer, comment ils tirent aussi, c'est-à-dire que les tireurs japonais, ils tirent pas du tout comme on s'imagine un tir à l'arc classique, c'est-à-dire tu tends le bras et tu tires la corde, mais ils amènent l'arc et la flèche chargés en haut de leur tête, et avec un mouvement équilatéral des deux bras qui s'étendent de part et d'autre, c'est comme ça qu'ils tendent l'arc, et en fait le seul mouvement qu'ils ont à faire, c'est juste de relâcher la corde. Faut vraiment que tu tapes, c'est fascinant, mais il y a toute une emphase dans le zen en fait qui est mise sur le processus. Et si tu maîtrises le processus, les résultats viendront d'eux-mêmes quelque part. Au pied d'une paroi de montagne, là où on étale le matériel pour s'organiser en vue d'une ascension, il était facile de repérer les outils fabriqués par Chouinard Equipment. Les nôtres se distinguaient par leur ligne épurée. Ils étaient également les plus légers, les plus solides et les plus polyvalents. Là où d'autres concepteurs s'efforcent d'améliorer les performances d'un outil en y ajoutant des éléments, Tom Frost et moi-même parvenons aux mêmes fins en enlevant des éléments, en réduisant le poids et l'encombrement sans sacrifier la solidité ou le niveau de protection. Et donc petit à petit, donc là on n'est pas encore à l'ère de Patagonia, mais on est à Chouinard Equipment, donc qui se focalise principalement sur de l'équipement de grimpe et de pitons. Un peu plus tard, on verra qu'il invente un nouvel outil qui remplacera les pitons et qui permettra de ne pas abîmer la roche, parce que malgré tout les pitons, ça reste
un outil que tu dois planter à l'aide d'un marteau dans la roche et qui laisse des traces. Et donc son atelier, il a un essor, en fait. Il connaît de plus en plus de succès. Il commence à avoir besoin de recruter des gens. Et donc, il recrute principalement ses amis et des gens passionnés par la grimpe. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a un chapitre comme ça où il explique comment, à l'époque, ils sont toujours en mode vraiment bootstrap, c'est-à-dire vraiment des petits moyens. Ils font pas beaucoup de bénéfices, il n'y a pas beaucoup de marge. Et donc, ils trouvent des combines de génie, en fait, pour faire tourner le business. Roger a monté très tôt son sens des affaires. Donc, Roger, c'était un de ses associés. Un jour, au début des années 70, il a apporté 10 boîtes de pitons flambant neufs derrière le magasin. Il s'agissait d'une combinaison de Lost Arrow, Bugaboos et Angles, tous des modèles en acier chromé. Roger a pris une grosse poignée de pitons dans l'une des boîtes, les a reliés à une corde et a commencé à les traîner en tous sens sur la crête. Je lui ai demandé ce qu'il faisait, donc sur la crête dans l'arrière-cour de l'atelier. Il m'a expliqué qu'il s'agissait d'un envoi à l'exportation destiné à Graham Tissot à Édimbourg, en Écosse, notre distributeur pour le Royaume-Uni à l'époque. Roger a expliqué qu'après avoir dégrossi les pitons, il les faisait tremper dans un tonneau de vinaigre et d'eau pendant quelques jours, puis les retirait pour les faire sécher et rouiller à l'air libre. Ils pouvaient alors être exportés vers le Royaume-Uni en tant que ferraille sans être soumis à des droits de douane. À la réception des pitons, Tissot les polissait et les huilait jusqu'à ce qu'ils soient comme neufs et les vendait à un prix abordable, même pour les grimpeurs britanniques mal dégrossis. Donc tu vois comment ils trouvent des combines. Tu veux éviter de payer la taxe pour des produits finis en exportant au Royaume-Uni. Tu prends tes pitons, tu les traînes dans l'arrière-cour, tu les fous une semaine dans du vinaigre jusqu'à ce qu'ils rouillent et tu les envoies comme ça. Et ton client, il les polit, il les huile et c'est comme ça que tu peux t'échapper un bon 20% de taxes à la douane. Et donc en 1970, Chouinard Equipment devient le plus gros fournisseur d'équipements d'escalade aux États-Unis. Et Yvon, en fait, petit à petit, il est dégoûté de constater que son entreprise et ses produits commencent à heurter la nature. En fait, il constate le mal que ses créations et que les produits qu'il propose font à la nature et il décide d'arrêter sa gamme de pitons et de se lancer sur des outils alternatifs qui ne laissent pas de marque dans la nature. La popularité de l'escalade, bien qu'en croissance constante, restait concentrée sur les mêmes voies éprouvées dans les zones de premier plan telles que Eldorado Canyon, à proximité du martelage de pitons en acier dur. Les mêmes fissures fragiles répétées défiguraient gravement la roche. Après une ascension de la voie Nose sur El Capitan, qui était encore vierge quelques étés plus tôt, je suis rentré chez moi dégoûté par la dégradation que j'avais constatée. Frost et moi avons décidé de nous retirer progressivement du marché des pitons. C'était la première grande mesure environnementale que nous allions prendre au fil des ans. Les pitons étaient le premier levier de notre activité, mais nous détruisions les roches que nous aimions. Heureusement, il existait une alternative aux pitons. Des cales en aluminium qui pouvaient être calées à la main plutôt que martelées dans les fissures. Les grimpeurs britanniques les utilisaient sur leurs falaises, mais comme elles étaient rudimentaires, elles étaient peu connues et moins fiables dans le reste de l'Europe et aux États-Unis. Nous avons signé nos propres versions, appelées Stoppers et Excentriques, et les avons vendues en petite quantité jusqu'à l'apparition du premier catalogue Chouinard Equipment en 1972. Et on verra plus tard en quoi le catalogue de d'abord Chouinard Equipment et de Patagonia, c'est vraiment le centre de son marketing, c'est le pilier stratégique de tout ce qu'ils font. Le catalogue s'ouvre sur un éditorial des propriétaires, avec en titre un mot sur les risques environnementaux des pitons. Un essai de 14 pages sur l'escalade propre par l'alpiniste de la Sierra do Robinson sur la façon d'utiliser les cales commençait par un paragraphe percutant. Il y a un mot pour cela, et c'est le mot propre. Grimper en n'utilisant que des écrous et des coulisseaux pour se protéger, c'est grimper proprement. Propre parce que le rocher n'est pas altéré par le passage du grimpeur. Propre parce que rien n'est martelé dans le rocher pour ensuite être martelé à nouveau, laissant le rocher marqué et l'expérience du grimpeur suivant moins naturelle. Propre parce que la protection du grimpeur laisse peu de traces de son ascension. Propre, c'est grimper sur le rocher sans le modifier. Un pas de plus vers l'escalade biologique pour l'homme naturel. Nous nous sommes heurtés à la résistance des grimpeurs plus âgés, habitués à enfoncer des pitons à fond avec leurs marteaux de 20 onces
et aux protestations de jeunes grimpeurs qui disaient que nous avions utilisé des pitons pour toutes nos ascensions de grandes parois et que nous leur demandions maintenant d'utiliser que ces petits morceaux d'aluminium usinés en forme d'écrou. Pour prouver notre point de vue, un jeune grimpeur, Bruce Carlson et moi-même avons remonté la voie Nose d'El Capitan sans marteau ni piton, en ne plaçant que des cales et en utilisant les quelques boulons et pitons qui étaient déjà fixés en place. Quelques mois après l'envoi du catalogue, le commerce des pitons s'atrophie, les cales se vendent plus vite qu'elles ne peuvent être fabriquées. Dans les bâtiments en tôte de Chouinard Equipment, le rythme régulier du marteau-pilon cède la place au gémissement aigu et brûlant du gabarit de perçage multiples. Donc là, à nouveau, si on prend un peu de distance et qu'on essaye de faire abstraction de ce qui se passe ici, bah là, c'est typiquement le cas où, pour ne pas déroger à ses valeurs et pour respecter ses valeurs, il va adapter son business, c'est-à-dire qu'il ne va pas se dire « Ok, je suis dans le Python, c'est ma seule source de revenus, je vais fermer les yeux et je vais faire comme si de rien n'était. » Non, je tiens à la nature. Je suis dans ce business parce que j'aime avant tout grimper, surfer, escalader, etc. Visiblement, ce que je produis, ça fait du mal à la nature. Je vais mettre mon business en péril, je vais trouver une autre solution pour fournir une manière de faire les choses différemment, une manière propre, une manière écologique, une manière qui ne laisse pas de traces, sans sacrifier pour autant le plaisir. Et je vais éduquer mon audience à ça, c'est-à-dire je vais les forcer, entre guillemets, à adopter cette méthode en leur prouvant que c'est faisable, en allant moi-même grimper un des plus gros murs dans le Yosemite avec cette nouvelle méthode. Donc tu vois, il y a vraiment une grosse cohésion, un gros alignement entre ce que je prêche, ce que je crois et ce que je produis. Et justement, en parlant de vision et de cette obsession pour l'amélioration, c'est cette même pulsion d'amélioration et de simplification de son équipement qui le mène presque par accident dans l'industrie des vêtements. Un jour, il tombe par hasard sur un textile ultra durable et il se dit que ce serait super pour l'escalade. Et il fait un design pour quelques hauts et quelques shorts. Et un autre jour, en Angleterre, par exemple, il achète un maillot de rugby à manches longues. Donc à l'époque, les maillots de rugby, c'était des maillots ultra durables, ultra renforcés sur les intersections, sur les articulations, etc. Et il le porte pour grimper, en fait. Et d'un coup, tu vois, il se dit, ce design dans cette discipline remplit parfait la fonction que moi je cherche pour l'escalade, à savoir un maillot ultra durable et bien renforcé qui protège des cailloux et de la roche. Du coup, je l'utilise et aux US, quand il se met à grimper avec ce maillot de rugby, tout le monde lui demande où il l'a trouvé et c'est là qu'il se dit putain, il y a peut-être un truc à jouer en fait. Jusqu'à présent, il produisait uniquement du matériel d'escalade et là, il se dit ok, il y a peut-être un marché pour ça. Et donc c'est là que il se met à produire ou en tout cas à essayer de commercialiser ces nouveaux designs-là. Et c'est le début de Patagonia en tant que marque de vêtements. C'est pas tout de suite un énorme succès parce que le lancement de la ligne de vêtements, au début c'est une catastrophe parce qu'ils font produire tout en Chine. Les vêtements arrivent en retard, ils sont complètement destroy, la qualité n'y est pas du tout. Et donc en 1975, Yvon se retrouve tout seul en fait avec sa nouvelle marque de vêtements qui est en train de couler complètement. Et heureusement, il trouve une perle rare qui est Chris McDivitt. Cela a tourné au désastre. Les livraisons étaient en retard, et comme l'usine était habituée à fabriquer des vêtements de mode, la qualité était mauvaise. Ils utilisaient un fil trop fin, les chemises rétrécissaient terriblement, et certaines arrivaient même avec des manches 3/4. Nous avons déchargé autant de chemises que possible pour un prix inférieur au prix de revenu, et nous avons failli perdre l'entreprise. Parce que nous avions connu une croissance très rapide et que nous n'étions pas encore très rentables, nous avions de graves problèmes de trésorerie. Nous savions comment tenir l'inventaire de nos biens durables. Nous avions des barres d'acier et des tiges d'aluminium en stock ou en cours de fabrication. Il nous suffisait de jeter un coup d'œil dans les bacs finis pour voir à quel point nous étions bien approvisionnés. Le matériel que nous fabriquions était importé de sources fiables et Frost et moi contrôlions personnellement chaque mousqueton et chaque cale pour vérifier qu'il n'était pas défectueux. Mais les vêtements, c'est différent. Les tissus devaient être commandés des mois à l'avance auprès de sources et d'usines réparties dans le monde entier. Nous pouvions inspecter les défauts de base, mais pas la solidité des couleurs ou le rétrécissement.
nous avons appris à nos dépens qu'il y avait une grande différence entre la gestion d'une forge et le commerce du chiffon. Pendant que les maillots de rugby défectueux vidaient notre compte, Malinda et moi devions endurer d'interminables déjeuners ennuyeux à essayer de convaincre les banquiers que nous n'avions pas vraiment besoin d'argent, ce qui était leur critère essentiel pour nous en prêter. L'un d'entre eux, une banque locale d'agriculteurs, n'a pas voulu nous prêter parce que nos stocks étaient dispersés dans le monde entier. Les banquiers voulaient qu'ils soient tous regroupés au même endroit. Pensez à un silo en grains. À un moment donné, notre comptable nous a même présenté à un mafieux de Los Angeles qui voulait un taux d'intérêt de 28%. Les Frost et les Chouinard ont eu beaucoup d'estomacs irrités et de nuits blanches. Le partenariat s'est étiré jusqu'à point de rupture et nous nous sommes finalement séparés le dernier jour de 1975. Les Frost ont déménagé à Boulder, au Colorado, pour lancer une entreprise de matériel photographique, et Malinda et moi sommes restés les seuls propriétaires d'une entreprise d'outils et de vêtements d'escalade qui battait de l'aile. En 1979, Chris McDivitt a pris les rênes de l'entreprise. Elle a pris le poste dans l'un des moments les plus difficiles, mais elle a vite appris. L'entreprise avait enfin un directeur général capable de comprendre la créativité mercurielle des propriétaires. Chris a obtenu un meilleur financement, inspiré la force de vente, cajolé des contrats exclusifs avec les fournisseurs, materné des employés désemparés et utilisé son flair pour l'intimité et le drame afin de mobiliser l'entreprise en un tout cohérent. Elle a également établi et farouchement protégé l'image de Patagonia en supervisant étroitement les départements de design et d'art. Nous avions un excellent partenariat en ce sens que, quelle que soit l'idée folle que j'avais eue, elle ne la trouvait pas folle, jusqu'à ce qu'elle se révèle complètement irréaliste. C'était une personne très sociable, capable de faire comprendre à chacun pourquoi il devait prendre au sérieux certaines de mes idées les plus radicales, ou au moins faire preuve d'humour jusqu'à ce que je les oublie. Lors d'une interview il y a quelques années, Chris a rappelé l'état de l'entreprise et a montré pourquoi nous avions eu raison de lui faire confiance à la tête de l'entreprise. Et là, c'est Chris McDivitt qui parle. Nous n'étions que 5 dans l'entreprise en 1972. En 1977, nous étions 16 et mon frère était le directeur général. En 1979, mon frère a démissionné et Yvon ne voulait pas diriger l'entreprise. Il voulait faire de l'escalade, du surf et toutes ces choses. Il m'a donc donné les rênes de l'entreprise en disant « Voici Patagonia, voici Chouinard Equipment, fais-en ce que tu veux, moi je vais faire de l'escalade. » Je n'avais aucune expérience des affaires, alors j'ai commencé à demander des conseils gratuits aux gens. J'ai simplement appelé les présidents de banque et j'ai dit « On m'a donné ces entreprises à diriger et je n'ai aucune idée de ce que je fais. Je pense que quelqu'un devrait m'aider. » Et ils l'ont fait. Si tu demandes de l'aide aux gens, si tu admets que tu ne sais pas quelque chose, ils se mettront en 4 pour t'aider. C'est ainsi qu'à partir de là, j'ai commencé à créer l'entreprise. J'étais vraiment le traducteur de la vision et des objectifs d'Yvon. Et donc là, Yvon, il fait un peu une crise existentielle parce que d'un côté, il a son âme d'aventurier, de sportif de haut niveau, mais de l'autre côté, il a le business et il se rend compte qu'il est petit à petit en train de devenir ce qu'il a toujours détesté ou ce qu'il a toujours pas voulu devenir en tout cas. Et Yvon, il réalise que même s'il veut pas s'identifier comme un businessman, c'est bel et bien un businessman. Et il comprend que s'il veut survivre dans ce jeu, s'il veut que Patagonia fonctionne et que Yvon, que Chouinard Equipment fonctionne aussi, il doit devenir sérieux là-dedans. Il peut plus continuer juste à se dire ok, moi je vais escalader, je vais surfer et je fais ça un petit peu sur le côté. Donc il a cette réalisation et en même temps, il veut pas jouer les règles classiques du business américain. Il se retrouve pas du tout dans les modèles qui existent aux US. Il n'y a rien qui l'inspire. Et donc c'est là qu'il se met à lire des livres sur la philosophie du business et du management, mais en japonais et en Scandinavie. Et ça, c'est super intéressant. Et là, je cite, « J'avais toujours évité de me considérer comme un homme d'affaires. J'étais un grimpeur, un surfeur, un kayakiste, un skieur et un forgeron. Nous aimions simplement fabriquer de bons outils et des vêtements fonctionnels que nous et nos amis voulions. Les seuls biens personnels de Malinda et moi-même étaient une camionnette Ford déglinguée et une cabane sur la plage lourdement hypothéquée et bientôt condamnée. Maintenant, nous avions une entreprise fortement endettée avec des employés qui avaient leur propre famille et qui dépendaient tous de notre succès. Après avoir réfléchi à nos responsabilités et à nos obligations financières, un jour, je me suis rendu compte que j'étais un homme d'affaires et que je le resterais probablement longtemps. Il était également clair que pour survivre à ce jeu, nous devions être sérieux.
Je savais aussi que je ne serais jamais heureux en suivant les règles normales du monde des affaires. Je voulais m'éloigner le plus possible de ces cadavres en costume au visage pâle que je voyais dans les compagnies aériennes. Si je devais être un homme d'affaires, j'allais le faire à ma façon. L'un de mes dictons préférés sur l'entrepreneuriat est le suivant. Si tu veux comprendre l'entrepreneur, étudie le jeune délinquant. Le délinquant dit par ses actions « ce que je vois est nul, je vais faire mon propre truc ». Comme je n'avais jamais voulu être un homme d'affaires, il me fallait quelques bonnes raisons de l'être. Et il y a une chose que je ne voulais pas changer, même si nous devenions sérieux. Le travail devait être agréable au quotidien. Nous devions tous venir au travail sur la pointe des pieds et monter les escaliers 2 marches à la fois. Autrement dit, il voulait conserver cet engouement pour le travail. Nous devions être entourés d'amis qui pouvaient s'habiller comme ils le souhaitent, même pieds nus. Nous avions tous besoin d'avoir des horaires flexibles pour surfer sur les vagues mais quand elles sont bonnes, ou skier dans la poudreuse après une grosse tempête de neige, ou rester à la maison et s'occuper d'un enfant malade. Nous avions besoin d'estomper la distinction entre le travail, les loisirs et la famille. Donc là, c'est la naissance vraiment de la philosophie profonde de Patagonia, qui est que on est une entreprise composée de gens qui aiment les sports extrêmes, qui aiment la nature. Tu contrôles pas quand il y a des jolies vagues, tu contrôles pas quand la poudreuse tombe, et donc si tu veux pouvoir surfer les plus belles vagues quand elles arrivent, ou alors skier la belle poudreuse, eh ben, tu dois avoir des horaires flexibles, et donc il faut que Patagonia adopte une politique complètement différente en termes d'horaire, en termes de management des employés que la majorité des entreprises aux US, quoi. Ça aussi, c'est une note intéressante que Yvon fait sur lui-même. Je me souviens quand je l'ai lu, ça m'a beaucoup impacté. Cette idée que Yvon se voit comme un gars qui fait les choses à 80%. Je me suis toujours considéré comme un adepte du 80%. J'aime me lancer avec passion dans un sport ou une activité jusqu'à ce que j'atteigne un niveau de compétence d'environ 80%. Aller au-delà exige une obéissance et un degré de spécialisation qui ne m'attire pas. C'est probablement ce qui explique la diversité de la gamme de produits Patagonia et la raison pour laquelle nos vêtements polyvalents et à multiples facettes sont ceux qui ont le plus de succès. Et donc là, on arrive à mon moment favori de la vie de Patagonia, parce que c'est le grand tournant. C'est là où d'un côté ils explosent complètement, mais de l'autre ils frôlent le crash. C'est-à-dire que maintenant qu'ils produisent des vêtements, ils commencent à repérer des opportunités. Par exemple, à l'époque, on portait des vêtements isolants par-dessus les sous-vêtements en coton qui, eux, absorbent l'humidité et gèlent. Donc, t'as des vêtements isolants quand tu vas à la montagne ou au ski ou quoi, mais par contre, tes sous-vêtements, ils sont en coton. Et donc, quand tu transpires, le coton, il absorbe cette humidité et l'humidité ne peut pas sortir parce que tu portes par-dessus des vêtements isolants. Donc là, il repère cette opportunité et il lance un sous-vêtement en synthétique qui absorbe l'humidité et sèche vite. C'est typiquement les sous-vêtements que tu vois aujourd'hui partout, vendus dans toutes les grandes marques de sport. C'est les sous-vêtements technologiques, tu sais, dans cette matière, souvent en polyester, il me semble, ou en tout cas en plastique, qui sèche très vite et qui fait bouger l'humidité, en fait, qui l'éloigne du corps et l'amène vers l'extérieur. Et donc ça, à l'origine, c'est Patagonia qui a inventé le système, ou le concept en tout cas. C'est aussi eux qui inventent le système des couches aujourd'hui, qui est largement adopté pour les sports en montagne, les randonnées et le ski. Donc c'est cette idée que tu portes plusieurs couches. T'as la première couche interne, ensuite t'as la couche pour la chaleur, et puis t'as la couche qui protège des intempéries extérieures et des éléments extérieurs. Et en fait, ce qui les différencie de la compétition, c'est qu'ils font vraiment tout l'inverse d'eux. Mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que à l'époque, les vêtements d'extérieur, les vêtements d'outdoor, ils avaient des couleurs sombres, des couleurs neutres, et eux, ils se lancent dans les couleurs vives, citron, vert, orange, mangue, bleu cobalt, rouge français, etc. Aujourd'hui, quand tu vas chez Patagonia, moi j'ai acheté mon premier produit Patagonia, je le porte sur moi-même, c'est une espèce de petite sacoche. Il y a un zipper jaune fluorescent, il y a un deuxième zipper bleu azur. Bref, ils font vraiment des couleurs qui sont hyper vives et hyper pétantes, quoi, comparées à toutes les autres marques d'outdoor qui se lancent dans des couleurs très nature, passe-partout, etc.
Et donc toutes ces bonnes idées et innovations font exploser les ventes et la popularité de la marque. Et c'est là qu'ils font tout leur possible pour conserver leur culture d'entreprise d'origine. Parce que tu as la croissance rapide, mais quand tu as une croissance rapide et que tu dois recruter et que tu dois sans arrêt restructurer pour encaisser quelque part cette croissance, ça devient difficile d'enseigner cette culture d'entreprise. Elle se dilue petit à petit et le gros risque, c'est de perdre la graine initiale ou la philosophie initiale qui a fait que l'entreprise a fonctionné au tout départ. Et donc, et c'est ce qui se passe en fait, c'est que la croissance rapide de Patagonia, elle devient hors de contrôle et là, ils peinent à s'organiser. Leurs coûts explosent. La gestion de leur inventaire devient chaotique. La boîte saigne littéralement et ils se restructurent constamment. Je crois qu'à l'époque, ils ont dû changer 9 fois de CEO. Donc là, ils constatent la situation et ils sentent qu'il a besoin d'un avis d'extérieur en fait. Et là, j'ai marqué, il trouve son Zen Master. Et là, je cite Yvon, et c'est ma partie favorite de la vie de Patagonia. Avec le recul, je constate que nous avons commis toutes les erreurs classiques d'une entreprise en pleine croissance. Nous n'avons pas formé correctement les nouveaux dirigeants de l'entreprise et la gestion d'une entreprise composée de 8 divisions de production autonomes, de 3 canaux de distribution a dépassé les compétences de la direction. Nous n'avons jamais mis en place les mécanismes nécessaires pour les encourager à travailler ensemble de manière à ne pas perdre de vue les objectifs commerciaux globaux. Plusieurs efforts de planification ont dû être interrompus. Personne ne pouvait résoudre le Rubik's Cube consistant à faire coïncider le développement de produits spécifiques à un marché avec une combinaison de distribution aussi complexe. Les organigrammes ressemblaient aux mots croisés du dimanche qui étaient publiés presque aussi souvent. L'entreprise a été restructurée 5 fois en 5 ans, 5 fois. Aucun plan ne fonctionnait mieux que le précédent. À un moment donné, nous avons décidé qu'il nous fallait un autre point de vue. Et Malinda et moi, ainsi que notre PDG et notre directeur financier, avons décidé de demander l'avis d'un consultant réputé. Nous avons contacté le docteur Michael Kami, qui avait dirigé la planification stratégique pour IBM et qui, à un moment donné, avait redressé Harley-Davidson. Nous nous sommes donc tous envolés pour la Floride afin de le rencontrer. Le docteur Kami était un petit homme de 70 ans, à la voix grinçante et fortement accentuée, à la barbe fournie et à l'énergie débordante. Il vivait sur un énorme yacht et portait une casquette de capitaine et une chemise ouverte avec des épaulettes. Afin de pouvoir nous aider, il nous a dit qu'il voulait d'abord savoir pourquoi nous faisions du business. Je lui ai raconté l'histoire de l'entreprise, que je me considérais toujours comme un artisan et que c'est le hasard des choses qui a fait que l'entreprise a connu un tel succès. Je lui ai dit que j'avais toujours rêvé, lorsque j'aurais assez d'argent, de naviguer vers les mers du Sud à la recherche de la vague parfaite et du meilleur endroit pour pêcher les bonnes fiches. Nous lui avons dit que la raison pour laquelle nous n'avions pas encore pris notre retraite était que nous étions pessimistes quant au sort du monde et que nous nous sentions responsables d'utiliser nos ressources pour faire quelque chose à ce sujet. Nous lui avons parlé de notre programme de Dime, du fait que nous avions donné $1 million rien que l'année dernière à plus de 200 organisations et que notre principale raison de rester en entreprise était de gagner de l'argent que nous pourrions redistribuer. Le docteur Kami a réfléchi un moment avant de me dire « Je pense que ce que vous me dites là, c'est de la foutaise. Si vous voulez vraiment donner de l'argent, vous devriez vendre la société pour une centaine de millions, garder quelques millions pour vous et placer le reste dans une fondation. De cette façon, vous pourriez investir le capital et donner 6 ou 8 millions de dollars chaque année. Et si vous vendez à l'acheteur adéquat, il poursuivra probablement votre programme de Dime parce que c'est une bonne publicité. » Mes directeurs ont protesté. « Qu'est-ce qui vous inquiète ? » Le docteur Kami s'est retourné vers eux et leur a dit « Vous êtes tous jeunes, vous pourriez trouver un autre emploi très facilement. » J'ai dit que je m'inquiétais de ce qu'il adviendrait de l'entreprise si je la vendais. « Alors, peut-être que vous vous faites des illusions, a-t-il dit, sur la raison pour laquelle vous êtes dans les affaires. » C'était comme si le maître zen nous avait donné un coup de bâton sur la tête, mais au lieu de trouver l'illumination, nous sommes repartis plus confus que jamais. Et donc là, tu te demandes, ok, donc ils ont demandé de l'aide au docteur Kami, qui est un consultant réputé, qui a potentiellement le pouvoir, ou en tout cas les capacités de les aider. Ils vont le rencontrer, et au final, il l'aide pas du tout, parce que tout ce qui leur permet de capter, c'est que leur raison de pourquoi ils sont en business, finalement, elle n'est pas claire, et que c'est du bullshit, que s'ils voulaient vraiment juste sauver la planète, et que s'ils voulaient vraiment juste construire une entreprise qui peut aider dans la préservation de la nature,
Il pourrait très bien la revendre à 200 millions, créer un programme pour donner de l'argent de manière constante, un peu au compte-gouttes chaque année, et lui, derrière, garder quelques millions pour Yvon, pour financer ses voyages, aller pêcher le poisson et trouver la vague parfaite. Mais visiblement, c'est pas ce qu'il veut. Et donc, Yvon ressort de ça ultra confus, avec une question qui l'obsède pendant des mois et des mois. Et la question, c'est la suivante: pourquoi est-ce que je fais tout ça ? Et donc là, il passe vraiment des semaines en confusion. Et en plus, c'est pas facile, parce que pense à l'époque que Patagonia, comme on l'a vu tout à l'heure, saigne. Les coûts, ils sont hors de contrôle. Ils galèrent à transmettre leur valeur. Les recrutements sont pas du tout productifs. Et donc, Yvon se dit un truc, c'est que quand c'est la crise, il faut revenir aux bases. Et donc après ça, Yvon décide de tout restructurer et de simplifier les choses au maximum. Et c'est là qu'il a l'idée d'emmener sa team dans la nature pour parler de leurs valeurs communes, pour vraiment brainstormer sur « Attendez les gars, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça en fait ?» Parce que là, si on clarifie pas tout ça, le navire il va droit dans le mur. Il emmène en fait toute sa team il emmène sa team et ses cadres principaux en retraite pour discuter de leurs valeurs. Et des valeurs de l'entreprise et pourquoi ils sont en business. Et grâce à ces échanges, ils arrivent à distiller la philosophie de la boîte dans un document unique. Et ensuite, Yvon passe énormément de temps à enseigner ces philosophies aux employés. Il veut que tous les employés de Patagonia soient alignés autour d'un but commun. Et donc, je vais te lire le passage où il raconte tout ça, parce que c'est tellement fascinant de voir le avant et le après de cette action ou de cette initiative qui visiblement semble un peu être le baroud d'honneur, quoi. J'ai emmené une douzaine de mes cadres supérieurs en Argentine, dans les montagnes, balayés par le vent de la véritable Patagonie pour une promenade. En parcourant ces terres sauvages, nous nous sommes demandé pourquoi nous étions en affaires et quel genre d'entreprise nous voulions que Patagonia soit. Une entreprise d'1 milliard de dollars ? Ok, mais pas si cela signifie que nous devons fabriquer des produits dont nous ne sommes pas fiers. Nous avons également discuté de ce que nous pouvions faire pour aider à endiguer les dommages environnementaux que nous causions en tant qu'entreprise. Nous avons parlé des valeurs que nous avions en commun et de la culture partagée qui avait amené tout le monde à Patagonia Inc. et non pas à une autre entreprise. À notre retour, nous avons constitué notre premier conseil d'administration composé d'amis et de conseillers de confiance. L'un d'entre eux était l'auteur et écologiste profond Jerry Mandler. Lors d'une de nos réunions de conseil, alors que nous avions du mal à formuler nos valeurs et notre mission, Jerry a sauté le déjeuner et est parti tout seul dans la nature. Il est revenu avec un article parfaitement rédigé. Nous savions qu'une croissance incontrôlée mettrait en péril les valeurs qui avaient fait le succès de l'entreprise jusqu'à présent. Ces valeurs ne pouvaient pas être exprimées dans un manuel d'utilisation qui offre des conseils sur la façon de travailler. Nous avions besoin de guides philosophiques et d'inspiration pour nous assurer que nous posions toujours les bonnes actions et trouvions toujours les bonnes réponses. Nous avons parlé de ces guides comme de philosophie, une pour chacun de nos principaux départements et fonctions. Et donc quelques valeurs centrales de Patagonia, c'est 1. Avant toute chose, ne pas faire plus de mal à la planète. La qualité du produit est la priorité numéro 1. Multifonctionnalité, la non-obsolescence et la beauté qui émerge de la perfection avec laquelle l'outil remplit sa fonction. Ensuite, troisième valeur, juste le nécessaire, rien de trop. Donc vraiment simplicité, ça c'est inspiré de la philosophie zen. Quatrième valeur, penser à la 7e génération. Donc penser à la 7e génération, c'est un concept qui vient des traditions indo-américaines où les Indiens, quand ils prenaient une décision dans la tribu, ils avaient toujours une personne dans le conseil qui représentait la 7e génération qui allait leur précéder. Donc les fils des fils des fils des fils des fils des fils des fils. Et avoir cette personne qui représentait cette 7e génération qui n'était bien évidemment pas née au moment du conseil leur permettait de toujours garder le long terme en tête. Profitable, oui, mais croissance contrôlée.
Et ensuite, une autre valeur, c'est 1% des ventes sont redonnées à la planète. Pendant que mes directeurs discutaient des mesures à prendre pour résoudre les crises de vente et de trésorerie, j'ai commencé à animer des séminaires d'1 semaine sur ces philosophies nouvellement écrites. Nous nous rendions par bus entier dans des endroits comme le Yosemite ou les Marine Headlands au-dessus de San Francisco. Nous campions et nous nous réunissions sous les arbres pour en discuter. L'objectif était d'enseigner à chaque employé de l'entreprise notre éthique et nos valeurs commerciales et environnementales. Lorsque l'argent est devenu si rare que nous ne pouvions même plus louer de bus, nous avons campé dans la forêt nationale de Los Padres, mais nous avons continué à nous entraîner. Je me rends compte aujourd'hui que ce que j'essayais de faire, c'était d'inculquer à mon entreprise, à un moment critique, des leçons que j'avais déjà apprises en tant qu'individu et en tant qu'alpiniste, surfeur, kayakiste et pêcheur à la mouche. J'avais toujours essayé de vivre ma vie assez simplement et en 1991, sachant ce que je savais de l'état de l'environnement, j'avais commencé à manger plus bas dans la chaîne alimentaire et à réduire ma consommation de biens matériels. La pratique des sports à risque m'avait appris une autre leçon importante, ne jamais dépasser ses limites. Tu repousses tes limites et tu vis pour les moments où tu es juste à la limite, mais tu ne passes pas par-dessus. Tu dois être fidèle à toi-même, tu dois connaître tes forces et tes limites et vivre selon tes moyens. Il en va de même pour une entreprise. Dès qu'une entreprise essaie d'être ce qu'elle n'est pas, dès qu'elle essaie de, entre guillemets, tout avoir, c'est là qu'elle meurt. Il était temps d'appliquer un peu de philosophie zen à notre entreprise. Alors même que je donnais à nos employés les cours de philosophie de Patagonia, je ne savais pas encore ce que nous allions faire pour sortir notre entreprise du pétrin dans lequel elle se trouvait. Mais je savais que nous étions devenus insoutenables et que nous devions nous tourner vers les Iroquois et leur planification sur 7 générations et non vers l'Amérique des affaires comme modèle d'intendance et de durabilité. Dans le cadre de leur processus de décision, les Iroquois avaient une personne qui représentait la 7e génération dans le futur. Pour que Patagonia puisse survivre à cette crise, nous devions commencer à prendre toutes nos décisions comme si nous allions rester en activité pendant 100 ans. Petit clin d'œil aux essais de Paul Graham sur comment faire du travail remarquable, où il dit « Quand tu te demandes quel type de travail faire ou quel type de projet commencer, pense à 100 ans. Quand tu crées quelque chose, au lieu de te demander « est-ce que c'est à la mode, est-ce que ça a cartonné, etc. » Demande-toi « Est-ce que c'est toujours pérenne dans 100 ans ? Est-ce que ce sera toujours de valeur dans 100 ans ?» Et c'est comme ça que tu crées du travail pérennial. C'est aussi d'ailleurs un des conseils ou en tout cas la théorie centrale du livre de Ryan Holiday qui s'appelle Perennial Marketing, je crois, où basiquement il utilise ce même principe de pense à dans 100 ans, est-ce que ce sera toujours pertinent dans 100 ans. Et si tu veux écouter l'épisode de Paul Graham sur le travail remarquable, c'est l'épisode 1 et 2 du podcast. Mais tu vois comment les idées s'entrecoupent. Nous ne nous développerions qu'à un rythme que nous pourrions maintenir pendant cette période. L'enseignement de ces cours m'a également donné ma vraie réponse à la question du docteur Camille. Donc c'est là que tu vois, c'est là qu'on fait le cercle plein et que l'arc de Yvon Chouinard à ce moment-là s'accomplit. J'ai su, après 35 ans, pourquoi j'étais dans les affaires. Il est vrai que je voulais donner de l'argent à des causes environnementales, mais plus encore, je voulais créer avec Patagonia, un modèle dont d'autres entreprises pourraient s'inspirer dans leur propre recherche d'intendance environnementale et de durabilité, tout comme nos pitons et nos piolets ont servi de modèle à d'autres fabricants d'équipements. En donnant ces cours, je me suis souvenu de la façon dont j'étais devenu un homme d'affaires, du fait que je revenais des montagnes avec des idées plein la tête sur la façon d'améliorer chaque pièce de vêtements et d'équipement que j'utilisais. En donnant les cours, j'ai réalisé à quel point Patagonia, en tant qu'entreprise, était motivée par ses normes de haute qualité et ses principes de conception classiques. Chaque produit que nous fabriquions, chaque caractéristique de chaque chemise, veste ou pantalon devait être nécessaire. Le retournement de la situation en 1991 a été assez rapide. Du jour au lendemain, nous sommes devenus une entreprise beaucoup plus ciblée et sobre d'esprit qui a limité sa croissance à un taux soutenable, dépensé avec moins et géré de manière réfléchie. En l'espace de 3 ans, nous avons éliminé plusieurs niveaux de gestion, consolidé les stocks dans un système unique et placé les canaux de vente sous un contrôle central. Le fait d'avoir des philosophies par écrit, et là je souligne cette phrase, le fait d'avoir des philosophies par écrit
ainsi que l'expérience culturelle partagée des classes a joué un rôle essentiel dans le redressement de l'entreprise. J'ai entendu dire que les investissements et les banquiers avisés ne font pas confiance à une entreprise en pleine croissance tant qu'elle n'a pas fait ses preuves en survivant à sa première grande crise. Si c'est vrai, alors nous sommes passés par là. Et là, j'aimerais faire une petite pause pour vraiment extraire la leçon principale qui a permis à Patagonia de survivre à ce moment. C'est que finalement, l'acte majeur, s'il y a une action qui a vraiment permis de changer la direction et de redresser le navire, c'est fondamentalement ce moment où Jerry Mandler il met en forme les philosophies de Patagonia et il les pose par écrit en fait. Et donc moi je me suis vraiment marqué que ça souligne l'importance de poser, d'avoir des philosophies, ou plutôt les philosophies ou la vision mais par écrite sur papier. Et pourquoi c'est important de faire ça? Et on aura l'occasion d'en reparler parce que à l'heure où je te parle, je me suis replongé dans le travail de Robert Fritz qui traite du processus créatif en fait. Et dans le processus créatif, c'est le processus qui te permet de mener n'importe quel projet d'idée à produit conceptuel, à produit physique dans la réalité. Et donc ça s'applique si tu veux peindre un tableau, mais ça s'applique aussi si tu veux monter une entreprise. Et Robert Fritz, dans son bouquin, nous parle de l'importance de la vision, en fait, d'avoir une vision ultra précise, et que la raison pour laquelle beaucoup d'entreprises échouent, c'est que très peu de gens sont fluents dans ce qui s'appelle le processus créatif, qui consiste à, d'une part, avoir une vision extrêmement claire de là où tu veux amener, de ce que tu veux créer, un peu comme un peintre qui a une vision claire de ce qu'il veut peindre avant de commencer, et tout en ayant en même temps un pragmatisme et une vision très claire de quelle est la réalité actuelle en fait. Et donc cet acte de poser les valeurs de Patagonia, de vraiment se poser, de dire ok mais c'est quoi les valeurs ? Qu'est-ce que je veux que Patagonia incarne ? C'est vraiment cet acte de cristallisation de la vision. Et Robert Fritz nous dit dans son bouquin, on aura l'occasion d'en parler plus tard, parce que j'ai vraiment l'intention de faire un deep dive sur les travaux de Fritz, c'est de dire que quand tu cristallises la vision, ça te donne un point de focus en fait. Que la raison pour laquelle beaucoup d'entreprises échouent, et justement dans ces périodes de croissance, c'est que si tu n'as pas une vision, si tu n'as pas une direction claire de « ok, on veut faire seulement le nécessaire », notre motto c'est produire des produits de qualité, on veut créer des produits multifonctionnels, on veut créer des produits qui sont réparables, on veut créer des produits qui font uniquement, où il n'y a rien de trop si tu veux, on veut créer des produits avec 100% de matériaux recyclés. Quand tu as cette vision, tu sais sur quoi te concentrer. Et quand tu as cette vision, cet idéal quelque part, ça crée une tension entre le moment dans la réalité où tu te trouves actuellement et la vision. Mais quand tu l'as pas, c'est très facile de se laisser disperser et de se laisser distraire par tous les autres concepts en vogue à l'heure actuelle. Et c'est ce qui est arrivé à Yvon Chouinard, c'est qu'ils n'avaient pas clarifié cette vision, ils n'avaient pas tous ces éléments de philosophie clairement posés sur papier, et à partir du moment où ils l'ont fait, eh ben, ils avaient un document unique auquel ils pouvaient constamment se référer. Et ça, je pense que c'est après toi, à ce que ce soit un sujet qui revienne dans nos prochaines explorations, cette notion et cet art de clarifier sa vision et de clarifier ses valeurs fondamentales et ses philosophies personnelles, parce que ça semble être vraiment quelque chose de central dans le développement de ces entreprises qui ont créé quelque chose de magnifique en fait, qui ont créé un travail remarquable, que ce soit les créateurs, mais aussi les entreprises qui ont créé tout un univers et un business remarquable. Donc, note d'importance sur le fait d'avoir ces philosophies et ses valeurs et sa vision au clair sur papier. Ok, on va s'arrêter là pour la partie biographie de Yvon Chouinard et la partie historique. Avant de passer à la deuxième partie ou au deuxième épisode du podcast, ce que je t'invite à faire, c'est une mini-pause pour noter tous les concepts qui t'ont le plus marqué et voilà, prends un moment pour te demander où est-ce que tu pourrais appliquer tout ça.
Peut-être par exemple que ça pourrait être un bon exercice pour toi de te poser actuellement et de te demander si tu as l'impression d'être trop distrait, si tu as l'impression de te faire un peu tirer dans tous les sens avec toutes les modes et je sais pas, peut-être que tu as beaucoup de créateurs que tu suis et que tu sautes un peu d'une mode ou d'une technique ou d'un projet à un autre. Peut-être que c'est un beau moment pour te poser et justement clarifier c'est quoi tes valeurs profondes, c'est quoi la philosophie de ce que tu veux créer. Parce que ça te permettra de clarifier ce que je fais et ce que je ne fais pas, à quoi je prête attention et à quoi je ne prête pas d'attention. Aussi, si à ce stade, tu penses que cet épisode et ces concepts pourraient inspirer quelqu'un que tu connais, peut-être quelqu'un qui a aussi du mal à concilier business et conviction, ou alors quelqu'un qui a besoin de clarifier la philosophie de pourquoi il fait ce qu'il fait, alors je te demanderai de lui partager ce podcast. Non seulement tu m'aides à toucher plus de gens avec mon message, mais aussi tu fais découvrir à quelqu'un des idées qui pourraient le débloquer. Ce qui est top quand tu partages des ressources comme ça ou des livres de qualité, c'est que les gens à qui tu les envoies estiment en plus ou plus tes conseils en matière de recommandation. Donc moi souvent quand je recommande un livre à quelqu'un, il achète directement justement parce que je fais ce podcast. Donc tu pourras t'attirer aussi ces bénéfices-là si jamais le podcast lui plaît. Enfin, si tu souhaites m'aider à continuer le podcast, tu peux laisser une review sur Apple Podcast ou sur Spotify pour faire comprendre à l'algo que tu apprécies le contenu. Tout ça étant dit, je te propose qu'on s'arrête ici et je te retrouve dans l'épisode 2 du podcast où on se penchera sur les différentes philosophies de Patagonia, la philosophie de design produit, de production, de distribution, de marketing, philosophie marketing que j'adore, tu verras, ça simplifie tellement les choses, en tout cas je me sens particulièrement aligné avec leur philosophie de ressources humaines, management et aussi on verra toute une partie sur les autres citations et concepts puissants de ce bouquin Let My People Go Surfing. Merci pour ton attention et je te retrouve dans l'épisode 2.